شباب هاجموا نزل الله اكبر احنا شعب اللعب بعده شعب اللعب بعده شعب תראו הסרוטים, תראו אנשים מקבלים יריות. عنا مش عندهم ما حدا حيصيبها عشان تعرف ان الانسانيه عنا. ايوه استروها وخلوها لما تاخذوها حيه. اعرفوا خليها تعرف اطفال פצועים יש לי פה הרוגים 1, 2, 3, 4, 5 הרוגים יש פה מישהו יש לי פה שוטרת יש לי שוטרת הרוגה פה יש בפנים אוי ואבוי אוי ואבוי יש פה הרוגים כולם הרוגים כל הבמה הרוגים. Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme je l'avais dit dans cette petite intro que j'avais fait de 13 minutes quand j'étais en Israël, par la grâce de Dieu, merci encore au Seigneur vraiment de nous avoir permis de nous rendre en Israël pendant une semaine. Il y aurait beaucoup de choses à partager et la première chose que j'ai été conduit à partager, c'est tout ce qui concerne le 7 octobre. Donc là, aujourd'hui, on va se centrer sur le 7 octobre, sur les témoignages qu'on a pu avoir, les rencontres qu'on a pu avoir, et aussi ce qu'on a pu voir de nos propres yeux. Donc je vais pas trop m'attarder. Il y aura différents sujets, différents témoignages, et je ferai une petite intro, je pense, au début de chacune d'entre elles. Donc la première chose dont je veux vous apporter, c'est une rencontre qu'on a fait avec un soldat de Tsahal qui s'appelle Adam. Et ce soldat, il a fait plus de 500 jours à Gaza. Donc il a été présent une bonne partie du temps là-bas. Et il nous a donc, dans un lieu particulier que je vais partager après avec les photos, il nous a témoigné des histoires, il nous a témoigné de ce qu'il a pu voir et de diverses choses, de chiffres également du 7 octobre, et on va commencer par ça. Donc il faut savoir que le 7 octobre, il y a eu 5500 terroristes qui sont rentrés en Israël. Et il y a plus de 100 brèches dans la clôture qui ont été faites. Parce que la frontière entre Gaza et Israël, c'est pas une frontière ouverte, je pense que vous le savez, c'est une clôture hautement sécurisée, et il y a eu plus de 100 brèches qui ont été faites en très peu de temps. Et donc 5000 terroristes sont rentrés, mais pas que. Faut pas oublier qu'il y a des civils israéliens qui ont, pas israéliens, palestiniens qui ont suivi. Il y a des vidéos sur YouTube que vous pouvez retrouver, notamment avec les prises d'otages. Quand les otages étaient amenés à Gaza, vous voyez, il y a des civils palestiniens. Je fais une petite parenthèse, faut pas oublier que le Hamas a été voté démocratiquement en 2006 à Gaza. Et que même actuellement, 2 ans après la guerre, on estime à peu près, ça varie des chiffres, mais il y a 60-70% de la population de Gaza qui soutient le Hamas et qui soutient ce qui a été fait. Il y a des vidéos également que je partagerai, par exemple, je vais vous partager tout de suite un court short qui montre des images des anciens dirigeants du Hamas. Vous allez comprendre, je vais vous le partager tout de suite. Quelle est la différence entre Israël et le Hamas? Sa manière de traiter les civils.
le Hamas les opprime, les sacrifie et les utilise comme bouclier humain. Et ses dirigeants reconnaissent ouvertement cette stratégie. Ismaël Haniyeh, ancien chef du bureau politique du Hamas, moins de 3 semaines après le 7 octobre. كما قلت وفي كل مرة أكرر إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ لا أقول تستصرخكم بل نحن الذين نحتاج هذه الدماء لكي توقظ فينا روح الثورة. Pour le Hamas, la souffrance des civils est une arme. Fatih Ahmad, ancien ministre de l'Intérieur du Hamas, résume ainsi. يعلمون أن الشعب الفلسطيني قد طور من موته ومن بحثه على الموت ولذلك أصبح الموت عند الشعب الفلسطيني صناعة إننا نحرص على الموت كما تحرصون على الحياة. Pour le Hamas, la vie humaine n'a aucune valeur. Leur objectif n'est pas la paix, mais une guerre sans fin. Ghazi Ahmad, membre du bureau politique du Hamas, le 24 octobre 2023. مش هذا حتكون طوفان الاقصى اول مره، لا حتكون ثاني وثالث ورابعه، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مسعدين، معلش اقول لك بشكل واضح، احنا اسمنا شعب الشهداء وبنفخر ان نقدم شهداء. Le Hamas n'est pas un mouvement de résistance, c'est une organisation terroriste qui glorifie la mort et non la vie, au détriment des Israéliens et des Gazaouis. Donc voilà, après ça, je vous ai mis ça pour bien nous rappeler envers qui, contre qui Israël se bat. Je reviens donc au sujet, j'ai parlé donc des 5500 terroristes, des brèches et également des civils qui ont suivi. Mais il y a encore autre chose, un autre point qui est très intéressant, c'est que le Hamas a été extrêmement bien organisé. Il y a 2 faits qui l'expliquent. La première, c'est qu'il y avait une certaine logistique, si on peut expliquer. Pour les otages étaient ramenés par vous voyez les vidéos sur YouTube, ils sont ramenés avec des pick-up, etc., dans la bande de Gaza, mais il n'y avait pas que eux. Il y avait les blessés du Hamas. Vous avez en quelque sorte une seconde ligne qui ont suivi les terroristes, qui étaient présents pour ramener les blessés du Hamas dans la bande. Donc qui ramassaient les blessés laissés derrière et qui les ramenaient dans la bande de Gaza. Deuxièmement, pourquoi le Hamas a eu une telle facilité à rentrer en Israël comme ça? C'est la question que tout le monde se pose. Et il y a une partie de la réponse que je vais vous donner, c'est que faut savoir que Israël a donné l'occasion à des Palestiniens qui habitaient dans la bande de travailler en Israël pour vivre, pour gagner leur vie. Et ces gens-là travaillaient dans les kibboutz, dans l'agriculture, bref, voilà, travaillaient en Israël. Et bien ce sont ces gens-là qui ont participé aux renseignements donnés au Hamas. C'est-à-dire les lieux d'accès aux kibboutz, les bases, la défense, etc. Donc, le geste bon qu'Israël a fait en donnant l'opportunité une énième fois à Gaza de pouvoir vivre, de pouvoir collaborer, de pouvoir même rentrer dans le territoire pour travailler, etc. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez des gens qui travaillaient en Israël et qui en ont profité pour donner des infos importantes au Hamas. Et c'est pour ça que le Hamas a eu notamment une telle facilité à rentrer et à commettre ce qu'ils ont commis. Je ne sais plus si je l'avais dit au début, mais il y a aussi un ordre qui a été donné par les dirigeants, et vous retrouvez ça dans les lettres, notamment, par exemple, je pense aux lettres de Sinwar qu'on a trouvées dans la bande de Gaza qui disaient qu'il fallait absolument propager la terreur dans Israël, donc filmer les scènes en direct, commettre des massacres inhumains pour provoquer un sentiment de terreur. Chose qui s'est accomplie le 7 octobre, le 8 octobre, etc. Mais il y a aussi une consigne qui a été donnée, où c'était « il n'y a pas de retour ». Vous rentrez en Israël et vous ne revenez pas à Gaza, à part pour les otages, etc. Parce que le but, c'était soit de conquérir Israël, c'était le but, ou soit de mourir en martyr. Et j'en viens au dernier point qui est intéressant. Je vais parler vite fait de la fameuse autorité palestinienne, que tout le monde croit comme
un bon petit parti diplomatique bien intéressant, mais qui est corrompu jusqu'à la moelle. L'autorité palestinienne, c'est ceux qui sont en charge de l'éducation, donc en charge des écoles dans la bande de Gaza. Et on sait très bien que sous les écoles, le Hamas se servait de planques, d'armes et de boucliers humains sous les écoles, etc. Mais on a retrouvé aussi des manuels, des Mein Kampf. On apprend tout simplement, pour un résumé, on apprend aux jeunes Gazaouis la haine du juif et qu'il faut massacrer les juifs. Vous avez des vidéos, quand on va de journalistes qui sont allés interviewer des simples familles dans Gaza, où vous avez des jeunes, je veux être martyr comme mon papa, je veux être martyr. Voilà ce qui est dit. Et on sait, par exemple, qu'on apprend à compter aux enfants en donnant un exemple. Bah, aujourd'hui, tu as tué 3 juifs. Hier, tu en as tué 4. Combien tu en as tué en tout? Eh ben, 7. Voilà comment on apprend à compter les jeunes qui sont présents dans la bande de Gaza. Donc ça, ce sont des faits vérifiés que je peux vous apporter. Et donc, je vais maintenant attaquer le sujet douloureux de cette vidéo. Et on va parler, donc, je vais vous apporter une première histoire. Adam, notre interlocuteur, il fait partie d'une des premières équipes de Tsahal à se rendre sur les lieux, les massacres. Et lui, son rôle, ça va être de rapatrier les corps, d'identifier les corps et de les rapatrier. Sauf que, comme vous allez le voir juste après, je vais vous mettre des photos, on a été rencontrer Adam sur le parking le parking qui sert de stockage, où on a stocké, entassé toutes les carcasses des voitures calcinées, détruites, même pas que d'Israël, mais aussi il y a des pick-up du Hamas et des motos du Hamas qui sont présentes dans ce parking-là. Et ce parking se trouve à Tekouma, qui est à 10 km de la bande de Gaza. Donc on était à vol d'oiseau, le plus proche qu'on a été, c'était à même pas 5 km, à peine 5 km. Et donc, on est allé sur ce parking-là, rencontrer Adam, et il nous a expliqué, et vous avez en fait des centaines et des centaines de voitures entassées, et vous avez une quinzaine de voitures qui sont exposées dans l'état dans lequel elles ont été retrouvées, notamment les pick-up et les motos dont je vous ai parlé, faisant partie du Hamas, et elles sont exposées parce qu'elles ont chacune une histoire. Elles ont l'histoire de qui c'est qui était le propriétaire de la voiture en fin de compte. Pas que des voitures, des véhicules, on va parler d'une ambulance, c'est ce que je vais vous partager après. Et le problème qui se pose pour l'équipe d'Adam, c'est que, comme je l'ai dit, les véhicules sont complètement calcinés, détruits par le feu, si ce n'est même explosés, vous avez encore les impacts de balles, etc. Et son rôle, ça va être de rapatrier les corps. Sauf que les corps sont calcinés à l'intérieur. Et donc, vous savez tous, je l'espère, que Israël est très doué dans la technologie, très développé, que ce soit pour l'armement ou que ce soit pour la médecine. Et donc, pour récupérer les corps, première parenthèse, dans la tradition juive, on n'enterre pas un corps si on n'a pas l'entièreté du corps. C'est-à-dire que pour enterrer un corps en Israël, il faut absolument avoir l'intégralité du corps de la victime. Et donc pour amasser plutôt les restes, je vous dis, hein, c'est très dur. On utilise des aspirateurs faits exprès pour amasser, donc en l'occurrence les cendres, et ensuite on les amène dans des sortes de labos qui sont spécialisés pour ça, où on va retrouver l'ADN de ces personnes-là. Et donc, je vous laisse avec la première histoire de Shani Gabay. So I want to share with you the story of a girl named Shani Gabay. Shani Gabay. Shani Gabay, je vais vous raconter l'histoire d'une des victimes qui s'appelle Shani Gabay.
she was in Nova. And early in the morning, when we turned on the TV to see what's going on, we saw her picture in TV, and she was shot in her leg, and she was so scared. That's when we understood that something really bad is going on, but we didn't really understand what. Quand on a l'histoire de Shani Gabay commence pour nous Israéliens lorsqu'on allume la radio ou la télévision pour voir ce qui se passe. Les gens sont totalement choqués, on commence à comprendre que quelque chose de tout à fait hors du commun arrive. Les gens allument la télévision et une des premières images qu'on a vues, c'est cette Shani Gabay qui se trouve au Festival Nova et qui est totalement paniquée parce qu'elle a été elle a reçu une balle dans la jambe. We understood that Shani managed to flee, to run away from Nova, because she also managed to get to one of the shelters in Alumim, and she was seen in Alumim, and over there terrorists attacked her also over there with her friends, and she managed to flee from Alumim. She had nowhere to run, nowhere to go to, so she came back to Nova. Et en fait, on a pu suivre, grâce aux images qui ont été diffusées, elle a réussi à s'enfuir dans un premier temps. Elle a fui le lieu du festival. Elle est arrivée jusqu'à une petite localité, un kibbutz qui s'appelle Alumim, un des nombreux kibbutz qui a été attaqué. Et une fois qu'elle s'est réfugiée à Alumim, les terroristes sont arrivés là-bas. Donc de nouveau, elle s'est enfuie. Elle est revenue s'enfuir vers le lieu du festival. But then Shani, she was missing. Nobody knew where she was. And for 47 days, she was presumed kidnapped. Et donc cette Shani Gabay qu'on a vu des images d'elle qui était blessée à la jambe, qui s'est enfuie d'un endroit à l'autre et qui est finalement revenue à Nova, elle a disparu. On ne savait pas du tout ce qu'elle était devenue. Pendant 47 jours, on l'a cherchée sans savoir où elle était. Et on pensait qu'elle avait été kidnappée. Elle aurait pu être enlevée à Gaza, on ne savait pas. And it was like that for 47 days. Until we found a necklace. Next to this ambulance, we found a necklace. And that necklace came back with 2 DNAs. One was Shani Gabay's DNA. And the second was a girl named Lynn Daphne. Her DNA was also on that necklace. Et en fait, après 47 jours, on a retrouvé un collier à côté de l'ambulance. Quelqu'un a retrouvé un collier, on a fait l'analyse de ce collier, on a trouvé 2 traces d'ADN sur ce collier. La trace de Shani Gabay et une autre qui s'appelle Lynn Daphne. Lynn Daphne. La trace d'ADN, l'ADN de ces 2 filles. Lynn Daphne, we already managed to identify her DNA, and she was already buried a couple of weeks before. Pour ce qui est de Lynn Daphne, on avait déjà retrouvé son ADN dans l'ambulance et on avait enterré ses restes. But we figured if Shani's necklace was here and her DNA was on the necklace, then Shani must have been also around the ambulance. So we went to Lynn Daphne's grave. We went to open the grave and look for any hints for Shani. Et donc on s'est dit, si on a retrouvé le corps ou les restes du corps de Lynn Daphne et qu'on l'a enterré et qu'on a retrouvé ce collier, probablement Shani Gabay devait être dans les parages. Et ce qu'on a fait, on a pris une initiative terrible, c'est de réouvrir la tombe de Lynn Daphne et de réanalyser tous les débris qu'on avait enterrés. And when we opened the grave, we found out that the 2 were actually buried as one. Et en fait, on s'est aperçu qu'elles étaient ensemble et qu'elles sont mortes ensemble et que les 2 ADN étaient mixés vraiment l'un dans l'autre. I just want you to understand, you probably understand, that even though we have the best forensic experts, unfortunately, in the world for these situations, even they couldn't tell that these are 2 bodies other than one. That's how bad the conditions of the bodies were. Et en fait, j'aimerais que vous compreniez, dit Adam, il faut que vous compreniez qu'on avait mis en place les laboratoires les plus experts et les plus sophistiqués qui permettent d'analyser l'ADN. Et même eux avaient loupé le coche. Ils avaient analysé ces restes comme étant les restes d'un corps. Et en fait, à la 2e analyse, ils se sont aperçus que les 2 étaient mixés l'un dans l'autre. Ils étaient dans un tel état, tellement imbriqués l'un dans l'autre, qu'ils avaient loupé le 2e ADN. So we had to exhume Shani and we had to rebury her. Donc on a dû ouvrir la tombe de Shani, la tombe de Lynn, en retirer les débris de Shani et enterrer Shani à côté. Now I don't know how you translated rebury. Because réenterrer. Réenterrer, because in English there is no such a verb. I made it up. So when I say it in English to rebury,
there's really no such a verb to rebury. You know why? Because bury should be an infinite thing, Yes, even in an French. eternal thing. You should only do it once, and that's all. That's the purpose of burial. So when you say rebury, there's no such a verb. Yes. But I made it up in order to emphasize to you people that we Israelis, Jews, on October 7th and following, we had to do actions that doesn't even have words to describe it. This was our reality. We had to exhume our people's burned ashes and to rebury them because we couldn't identify them. Vous voyez, le 7 octobre, Israël s'est retrouvé devant une situation tellement irrationnelle qu'on a dû faire des actions pour lesquelles il n'y a même pas de mots qui décrivent ces actions. On a dû retirer un corps qui avait déjà enterré, qui devrait être une action éternelle. On ne retire pas de terre un corps qui a été enterré. On a été obligé de retirer ce corps pour retrouver le deuxième parce qu'il est tellement important dans la tradition juive que chaque corps soit, son propre enterrement. Il fallait impérativement retrouver les restes de Shani et non pas les laisser avec les restes de l'île. Et réenterrer, bien sûr. So even though it seems like the war is just about to finish and end, in Israel we are a country that is a PTSD country. We are not even in the post-trauma because we are still in the middle of the trauma. The people that dealt with the ambulance and with all those vehicles, the people who had to see those sites, they are having very hard time to go back to normal because what they witnessed is impossible. So they are not in the stat sheets. There are 1,200 more people that were killed on October 7th. But if you think about the people that their lives were changed and will never be the same, the number is 10 times more. Donc on est, fort heureusement, on approche apparemment de la fin de la guerre, mais le peuple en Israël, la société israélienne est encore en plein traumatisme. On n'est même pas dans une situation de PTSD, de d'après-trauma, on est en plein trauma, en plein traumatisme. On est encore en train de vivre ce traumatisme et ça va prendre très longtemps. Imaginez les gens qui ont dû retirer tous ces corps et qui ont dû les rassembler, les amener là où il fallait les analyser pour les enterrer. Ces gens qui ont fait ça physiquement, ils ne se sont pas encore remis de leur traumatisme. Et puis autour de ça, vous avez toute une population qui est autour, qui est aussi traumatisée. Et ça va prendre très 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 longtemps pour que chacun retrouve un circuit de vie à peu près normal. Donc voilà la première histoire, assez douloureuse. Et la deuxième que je vous partage, c'est l'histoire de Ben Shimoni, un héros qui a sauvé des vies, mais qui a perdu la sienne, qui s'est fait assassiner ouvertement. Et vous verrez dans cette histoire, il a sauvé des vies et la vie qu'il a sauvée, c'est une des premières otages qui est rentrée. Je ne vous en dis pas plus. Chaque véhicule est une histoire en soi. Je vais me concentrer sur ce véhicule. Vous voyez qu'on l'a transformé en une sorte de monument. Il s'agit du véhicule de Ben Shimoni. Ben Shimoni was in Nova on October 7th, and as soon as he understood really quickly because he heard the sound of the automatic weapon of the AK-47. Et donc Ben Shimoni était au Nova, au festival Nova. Il a très bien entendu le son des mitraillettes, des grosses mitraillettes, et il a tout de suite compris de quoi il s'agissait, d'une infiltration de terroristes. So he told everybody who thought at the beginning that it's IDF shooting, maybe training or something happening, said no, these are terrorists, because he knows that the IDF doesn't shoot in automatic. They only shoot in singles. C'est ce que je vous avais expliqué auparavant. Dans l'armée en Israël, il est strictement interdit d'utiliser une arme en automatique. On n'utilise pas une mitraillette pour balayer, on ne fait jamais ça. Donc il a su tout de suite que c'était des terroristes puisqu'il entendait des tirs comme ça de mitraillette et il a compris que c'était des terroristes. Sa mission a immédiatement été de mettre en garde les gens. The IDF doesn't shoot in automatic because the IDF shoots on target. Yes. Unlike the terrorists who shoot to kill everybody. On ne tire pas dans le tas. On ne fait jamais ça en Israël. On tire sur une cible précise, pour une raison précise. Indiscriminately, that's how the terrorists act. The IDF shoots to kill only the targets that are aimed to kill us. Un soldat israélien se concentre sur la cible qu'il a choisie parce qu'il a une raison pour tirer dessus. The IDF doesn't target civilians. The IDF doesn't commit genocide.
the IDF only tries to kill the terrorists who try to kill our civilians. Il va sans dire SANS, il va sans dire que Israël n'est pas un pays génocidaire, on ne vise pas la population civile. And Vise la cible, l'ennemi. what Ben Shimoni did was to gather as many people as he could in his vehicle. Et comme Ben Shimoni a compris qu'il s'agissait d'une attaque terroriste, ce qu'il a fait, c'est d'abord de dire à tout le monde ce qu'il pouvait entendre, et puis il a rassemblé le maximum de gens, il les a entassés dans sa voiture. And then he flee, and he managed to drop them off in another city. Il a réussi comme c'était au tout début, il a réussi à les amener dans une autre localité. And then he said, it's not enough, I have to go back. Et du coup, il a déchargé sa And voiture, save tout le more monde est people. sorti, il a fait 180 degrés, il est retourné au Nova. Even though he was unarmed. Il n'avait pas d'armes. Il a fait ça, il a Not that it foncé. would help him, even if he was armed. But he managed to take a second group, and he managed to flee and to drop them off as well. Il a rechargé sa voiture de gens et il les a amenés dans une autre localité. And they begged him not to go again. He said, please don't go, you will die, please don't go. And he said, I have to go. Et les gens sont sortis de la voiture et lui ont dit ne retourne pas, c'est de la folie, ne retourne pas. Il a fait 180 degrés, il est retourné. And he took another trip. And he managed to save 13 people. 13 people. Il a réussi avec sa petite voiture à sauver 13 personnes. He didn't ask them, what's your passport? Are you Jew? Are you Israeli? Where are you from? No. Il n'a pas He fait une saved enquête pour people savoir from qui montait dans sa voiture, s'ils étaient wherever. israéliens ou quoi. Il a mis les gens, il les a entassés. He il les a- didn't care what was their color, what was their religion, if they were Christians, Muslims, or Jews. He just wanted to save people. Il ne s'est pas intéressé ni à leur couleur de peau, ni à leur religion, ni d'où ils venaient. Il les a entassés dans la voiture, il les a fait sortir. And on his third time, when on his way back, he was stopped by the terrorists. You can see the shots to the hood. Au troisième passage, en rentrant vers le Nova, il a été pris en embuscade par les terroristes. Vous voyez comme ils ont tiré sur la voiture. And he was executed together with Gaia Khalifa, a girl that he knew. Both of them were executed. There were two people on the back. Ofir Tsarfati. Ofir Tsarfati was kidnapped to Gaza, and we found his remains. He was murdered there. We found his remains in Shifa, Dans so-called l'hôpital, hospital. בבית חולים. So-called hospital. אבל לא כולם יודעים מה זה שיפה. Yeah. Il a été, en revenant vers Nova, les terroristes ont balayé, donc il a été immobilisé. Ils sont venus lui tirer dans la tête et à la fille qui était à côté, que vous voyez ici, pour bien vérifier qu'il était mort. Derrière, il y avait un autre, Ofir Tsarfati. Ofir Tsofati, un autre qui était là-bas. Ils l'ont amené à Gaza. Ils l'ont pris comme prisonnier, ils l'ont mis dans l'hôpital Shifa où il a été exécuté, le soi-disant hôpital de Gaza. By the way, you may have heard that a few days ago, the Hamas brought back, actually, what they tried to do was to fool the Red Cross and everybody, and they buried some human remains. They buried some human remains and pretend like they were searching for remains. Yes. And they brought back remains. Those remains belonged to Ofir Tsarfati. Donc je vous ai raconté on a filmé, un drone israélien a filmé une mise en scène du Hamas qui a fait semblant d'excaver un corps qu'ils avaient précédemment enterré eux-mêmes pour montrer qu'ils font des recherches. Eh bien, c'était le corps de Ofir Tsofati. It was the third time that the family had to bury Ofir because we had to open the grave and add those human remains to the grave. It was the third time that they had a funeral. למה to פעם Ofir. שלישית לא הבנתי? Because Ofir was brought, and then the second time we got more remains, and this was the third time. C'est la troisième fois qu'ils retrouvaient des restes du même corps. Donc la famille a dû 3 fois enterrer ils ont dû rouvrir pour rajouter. Vous savez qu'on ne peut pas enterrer sans avoir tous les morceaux du corps. Donc 3 fois la famille a dû faire l'enterrement de leur corps. Ofir was the best friend of one of my friends. Et Ofir Tsofati est le meilleur ami d'un des amis de Adam. Together with them, the last person in the vehicle was Romi Gonen. And Romi Gonen, she was kidnapped, Elle a été libérée. and she was the first one to come back in the last deal with Hamas. Vous connaissez peut-être ce nom, Romi Gonen. Elle a été une des premières otages à être libérée par le premier deal. Elle était la 4e Not the personne. last one, but the one before. So I talk about Ben because I want to emphasize that Ben symbolizes what Israelis are all about. The Zionist spirit, the Israeli spirit. Every man, I believe so, have to ask himself throughout his life, what am I willing to die for? What am I willing to die for? And Ben's answer, it was very clear. I'm willing to die in order to save lives.
But the Palestinian Hamas, they are willing to die to take lives. And that's the difference between us, Jews, Israelis, who worship life, who care for life indiscriminately. We do everything to save lives, even though when it's Palestinian lives, we take them to Israeli hospitals. We don't strike, even when we see terrorists, because we see innocent civilians, so we avoid of striking them, even though we have the opportunity, knowing that we might pay with our own lives later on, and we do. Versus our terrorists, and you can see what they do. They will do everything to kill Jews, including paying with their own lives and their family lives. They will do it. Why? Because the most superior thing that you can do as a Palestinian is what? Kill Jews. And that's the narrative difference that I want you to take with you between Israelis, between Jews, and the radical Islam that is threatening your countries, the West, the United States, Canada, all the countries in Africa. That's what they bring with them. It's the worship of death, and that's what we as Western communities have to fight, have to acknowledge first, have to accept, and together we have to fight it. Amen. Il faudrait traduire mot par mot, il faudrait vraiment le mettre par écrit parce qu'il y a beaucoup de choses très importantes. Mais en une phrase, ce que nous dit Adam, c'est que il a choisi de nous raconter l'histoire de Ben Shimoni pour une raison très précise, c'est que Ben Shimoni représente tout à fait les valeurs sionistes et les valeurs juives. Il faudrait que chacun d'entre vous se pose la question à chaque moment de sa vie, pourquoi suis-je prêt à mourir? Quelle est la cause pour laquelle je serais prêt à mourir? Et Ben Shimoni, lui, le savait parfaitement pourquoi il est prêt à mourir. Le jour où il a été confronté à cette situation, il n'a fait ni une ni deux. Il a été sauvé des vies. Il était prêt à mourir pour sauver des vies. De l'autre côté, c'est exactement l'inverse. Les gens sont prêts à mourir pour tuer des vies, pour éliminer des vies, de juifs en particulier. Donc, quelle première leçon à retenir de ces premières histoires? Eh ben, que là où certains sont prêts à mourir pour sauver des vies, d'autres sont prêts à mourir pour être martyrs et pour tuer, pour faire couler le sang. Donc on voit bien déjà la différence de mentalité qui est présente. Et pour la suite, je vais donc vous partager le site de Nova. On s'est rendu sur le site de Nova et on a eu, vous pouvez voir les images que je fais défiler devant vous. Ce sont des images qui se sont vraiment passées, des vraies images qui ont été faites notamment par les victimes de Nova, par les survivants. Et là-bas, nous avons eu l'honneur et la grande joie, vraiment, de rencontrer Mazal. Et Mazal, c'est une survivante. C'est une survivante du 7 octobre qui était à Nova. Et je n'ai pas enregistré tout l'entièreté de son témoignage qu'elle nous a apporté, mais une partie, et cette partie, je vais donc vous la partager. So I hold my breath and like that, pick up, like that, my face, look at me, I guess, and let go. Then like that, they put the after that I get it some ropes or something for me, and they go. En fait, ce qu'a fait Mazal, c'est qu'elle fait semblant d'être morte. Elle s'est dit, la seule façon de m'en sortir, c'est de faire semblant d'être morte. Et c'est ce qu'elle fait. Et elle sent qu'un terroriste est là, et la touche de partout. Elle prend le visage et tout ça, elle continue à faire la morte, et du coup, ils sont pas. And I took in with God again, like this is really happening. This is like terrorist was here. I'm still refuse to believe all this situation, and I lose my conscience. But I wake up after 2 hours, and the first thing that I do is call my friend Danielle. And I call her Danielle, but she don't answer me. So I get up my head and I saw she was dead. I look to the right side and I saw Yochai also dead. And I came back with my face to the ground. I don't know what I'm saying, I don't know nothing, came back to God. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a refusé, elle continue de refuser de reconnaître la réalité telle qu'elle est. Elle s'est évanouie plusieurs fois. 2 heures plus tard, elle se réveille, elle a son téléphone et elle appelle son ami Daniel, son ami Yochai, personne ne répond. Et là, elle se retourne, elle voit qu'ils sont tous les deux près d'elle, morts. And I'm talking with God again, like what's happening, and please because I wake up to the same noises of bullets, to the same noises of the terrorists on the road, and even I'm, from the heat, and
I know that I cannot move too much. I know that they are there and I need to keep going to be in that situation and only pray to God to please make it stop and make some deal with him that this is my safe place. I'm gonna stay here until you send someone to take me like that. I don't know. I'm here. Et du coup, Mazal se réveille de temps en temps et à chaque fois qu'elle se réveille d'être inconsciente, elle se retrouve dans la même situation, avec les tirs nourris autour d'elle, etc. Et tout ce qu'elle peut faire, c'est parler avec Dieu et se mettre d'accord avec Dieu qu'elle va rester là et que c'est là qu'elle est le plus en sécurité, à jouer la morte et à rester comme ça. Minutes, maybe less, I feel again someone come close to me, and I'm scared to death. At that point, I was sure this is terrorist, like I don't know how to explain them. And that person come to me and start to look something on my body, and I have purse. He looks something, everything, all the time, like I don't breathe, scared to death. I cannot explain how. And he do like that, and after he finished something on my body, he land on the ground next to me and he put his leg on my legs like that. Like this is me, this is my legs, and he put his leg on my legs and land half body on me, half body on the ground next to me. And I wait something like 10 minutes until I get that okay, this is not terrorist because it doesn't move. And I get up my head and they saw 22 years old girl that was freak out when she saw me. She was sure that I'm dead. She's one of the Nova or what? Yeah, I was sure she's a terrorist. Like she. No, she's somebody. Yeah. Ok, alors ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, elle va de nouveau s'éveiller, même situation, et puis là, elle sent que quelqu'un vient et la touche son corps de partout. Et puis finalement, la personne qui touche, elle était absolument persuadée que c'était un terroriste, donc du coup, elle ne respire pas, elle ne bouge pas, elle ne lève pas les paupières, elle reste comme si elle est morte. Et du coup, la personne qui l'a touchée comme ça s'allonge à côté d'elle et met ses jambes sur ses jambes. Et elle fait aussi la même chose, comme si elle était morte. Et là, du coup, Mazal réalise que ça ne peut pas être un terroriste. Du coup, elle ouvre les yeux et elle parle à cette personne qui elle, est encore plus paniquée qu'elle parce qu'elle croyait qu'elle était morte. Et en fait, c'est une Israélienne qui était aussi sur le Nova et qui est venue jouer la morte avec elle. Et toutes les deux sont paniquées. She freaked out when she saw me because she was complètement paniquée en la voyant parce qu'elle était sûre qu'elle était morte. My God help, luck, everything together. Not only your God, our God. Oh, everything together. In that day, he was my God. So when I get the back of the weapon, you can see the scar on my head. Vous pouvez voir qu'il y a là une You can see that? So my hand, she was here, you know, people when they hide their head, they do like that. I did like that, this was ups and down, and I have long hair. And when I get the back of the weapon, she's blow up, you know, we have that, like that צורה של זה. זה היה ככה, אתה תבין. My head only opened from the power of the heat, like the weapon didn't touch my head. Like if not my hand, elle n'avait pas mis sa main comme ça. Was cut after my head, and she was blow up that side with a lot of flesh, and I was with white shorts. All my bag was full of blood, and it looked like this is my head. And she was sure that I get a shot in my head, and he was sure, I believe, that he succeeded to kill me because he don't give his, if not my hand. Si elle n'avait pas mis sa main comme ça, elle serait morte. Elle était pleine de sang, elle avait une chemise blanche qui était pleine de sang et c'est sa chance parce que c'est du coup comme ça que les terroristes ont été convaincus qu'elle était morte. Sa main est terriblement abîmée, mais en fait la tête c'est juste la chaleur de la crosse qui lui a fait cette cicatrice, sinon elle a survécu. And she looked phone on me to ask for help. חיפשה טלפון עליי. אוקיי, elle a cherché un téléphone. She looked phone on me to ask for help. And she reached out me after she lost 4 friends, 3 girls and 1 boy that was with her in that murder. Cette jeune fille qui est venue se coucher à côté d'elle, elle cherchait un téléphone pour appeler de l'aide, pour
ça qu'elle lui a touché le corps pour trouver un téléphone. En fait, elle a perdu 4 amis en route. 4 de ses amis sont morts et elle cherchait désespérément à trouver de l'aide et à se cacher des terroristes. And I land on my phone, so she don't find them. So she decided to hide between the bodies. Comme elle n'a pas Except pu me trouver un and two of téléphone my parce qu'elle friends, it était- was two more bodies that I don't know there. So imagine like 22 years old girl that only finished the school, hide between 5 bodies. Like this is the situation. Mazal était couchée sur son téléphone, donc la jeune fille n'a pas pu trouver le téléphone, mais comme elle n'a pas pu trouver, elle a dit je ne peux pas appeler de l'aide et ça continue à tirer de partout, donc il faut que je fasse moi aussi, il faut que je fasse la morte. Elle était sûre que Mazal est morte, je vous rappelle qu'elle est pleine de sang, etc. Et il y a 2 autres corps, il y a 3 cadavres en ce qui concerne cette jeune fille, il y a 3 cadavres, elle décide de se coucher comme un 4e cadavre. Imaginez cette jeune femme de 22 ans qui vient de finir l'école et qui prend la décision de se coucher parmi les cadavres pour jouer les morts. Et donc là, la vidéo que vous venez de voir, c'est une vidéo où on voit justement qu'elles sont dans les broussailles en train de faire les mortes et que en fait les terroristes à ce moment-là sont, et pendant un certain temps, un long temps, vont être vraiment tout autour d'elles, elles au pluriel. Et donc, ce que vous entendez, bah, c'est les coups de feu, c'est les terroristes qui étaient juste à côté. Et la suite, donc là, j'ai pas enregistré tout de suite. La suite elle va parler de ce qu'elle fait depuis le 7 octobre. Donc, elle va témoigner. Elle est partie aux États-Unis, elle est partie dans d'autres pays, et elle témoigne 3 fois par semaine à Nova. Pour que la vérité se sache, pour témoigner de ce qui se passe. Et elle va nous expliquer ce qu'elle reçoit et ce qu'elle voit là où elle va. This is what we need to explain, and people like put Hamas and the Palestinians together, but this is the problem, that it's not together, it's not about that, it's not. And I need to, I come to here at least 3 times of a week, 4 of a week to talk with you, with all people that want to listen and really want to, you know, open the eyes of the world. I go to delegation around the world and trying to talk with pro-Palestine, and I talk, and 2 years, and I met so many pro-Palestine, and we have 2 kind of. We have the kind of hate that hate me, that only curse me and like that, fuck Israel and like that, and okay, I cannot talk with you. And we have the pro-Palestine that really care about the Palestinians, and because the Hamas, so many years, they build some image about Israel, that do apartheid, and don't give the same rights, that do like that. They plan on that to make all the world like angry in us. And when I explained that to that pro-Palestine, they stopped to talk with me. And I never met, and it's very sad because it's 2 years, I never met pro-Palestine that look at me and said, wow, you changed something, wow, like, even I change, they gonna, don't talk, like they stop to follow me, they stop to answer me, stuff like that. And this is what זה האימה, how do you say, like, you cannot do what you want to do. Like, if you're gonna change your mind and say like, no, I'm stand with Israel, all your friends, you say to you, no, you kill baby Israel, you're gonna hate you. And so they're scared. The teenager I talk, like, I go university and like that, and I see that, and nobody take control about that. Like, I was in New York 2 weeks ago. I was in the university. I don't remember if it was in New York or DC. In the 7th of October it was of that this year, and we did ceremony to my friends, and I talked to my story to the student, and then I go back to the hotel, and in the floor of in the middle of the university, they did ceremony for the terrorists of the 7th of October. Pardon, c'est tellement... Bah, on a cru comprendre quand même, hein. On a compris. Elle a une façon de parler qui est directe. Elle prend pas de détour. כמה פעמים את באה לכאן? לפחות 4 פעמים. לפחות 3 פעמים בשבוע. Elle vient ici sur ce lieu au moins 3 fois par semaine pour expliquer. 3 fois par semaine, elle vient expliquer.
En plus de ça, elle va à l'étranger, elle rencontre, partout où elle va, elle rencontre des gens qui sont pro-palestiniens. Elle dit je rencontre et je parle avec tous ces gens-là et il y a deux catégories. Il y a ceux qui ne veulent même pas entendre. Il n'est même pas question d'écouter. Tu es israélienne, casse-toi. Et il y a ceux qui écoutent et qui peut-être hésitent un petit peu ci et ça. Et puis finalement, même si elle arrive à changer un tout petit peu leurs attitudes, ils ferment tout parce qu'ils ont peur de perdre leurs amis et ils sont sous la pression de tous ces milieux pro-palestiniens. Ils ne veulent en aucun cas leur montrer qu'ils ont peut-être été un tout petit peu convaincus. Ils ferment. Elle a plein de gens avec qui elle engage des relations par réseaux sociaux et ils se détachent d'elle quand ils commencent à hésiter, ils prennent leur distance et ne répondent plus. Et donc elle dit mais c'est complètement fou, alors que faire? Elle sent qu'elle doit absolument parler, elle doit extérioriser tout ça, mais elle est un peu découragée parce que venir ici c'est très bien, mais c'est très dur pour elle, vous imaginez, à chaque fois de venir confronter encore et encore et encore ce qu'elle a vécu. Vous voyez bien quand elle raconte, c'est vraiment du vécu, hein, c'est pas... Et alors ça elle le fait parce qu'elle sent qu'elle est obligée de le faire et elle continue à parler aux Palestiniens, mais c'est terrible parce qu'elle n'arrive à rien face aux pro-palestiniens, elle n'arrive pas. עכשיו בניו יורק, תספר להם על ניו יורק. ניו יורק. הייתי בניו יורק ועשו שם, הייתי בניו יורק ועשיתי הרצאה שם לחבורה של סטודנטים בשביעי לעשירי, ובערב למטה עשו טקס לזכר המחבלים של השביעי באוקטובר. ממש נרות והכל וכזה. באמצע האוניברסיטה, לא ברחוב, באמצע האוניברסיטה. Elle était invitée à New York sur le campus d'une université. Ils ont été parlés pour le 7 octobre, pour commémorer ce qui s'est passé le 7 octobre. Et quand ils sont revenus, au milieu de l'université, dans le campus de l'université, il y avait là un groupe de gens qui faisaient une cérémonie de commémoration pour le Hamas, pour les terroristes. Avec des bougies, etc., les drapeaux, etc. Et personne ne les empêche. Et eux doivent passer et voir cette cérémonie de commémoration pour les terroristes. N'importe quoi. This is, I was, every time I'm shocked in the, I said, where is the law? Like what's going on? Where are you? All the university, they do ceremony for people that kill, rape. I don't care what you believe. It's not about that. They do something. Elle a raconté qu'en tant qu'élève d'école, elle a été en Pologne visiter Auschwitz, dans le cadre de sa scolarité ici en Israël. Elle a été là-bas et elle a vu, pour la première fois, elle a vu ce qui s'est passé pendant l'Holocauste avec les camps de la mort, etc. Et elle dit qu'au fond, ce qui s'est passé ce jour-là ici, c'est pire. C'est pire. Elle ne veut pas rentrer dans les détails, mais ce qu'ont fait ils ne se sont pas contentés de tuer, ils ont fait beaucoup d'autres choses, vraiment. Et où est la loi? Où est la communauté internationale? Quelqu'un ne va pas faire quelque chose pour punir éventuellement ces gens-là, pour éviter que ça se fasse de nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Elle se trouve vraiment très frustrée parce qu'elle sent que rien n'a été fait pour empêcher que ça arrive de nouveau. Donc ce que vous voyez là, c'est la place... le lieu où était le Festival Nova, donc c'est énorme, un lieu tout à fait particulier quand on met les pieds là-bas. Et pour terminer donc cette vidéo, premièrement je vais revenir sur ce que disait Mazal, c'est malheureux ce qui se passe dans le monde parce que on se rend compte qu'en fin de compte le monde est 100% palestinien et que on met dehors même des survivants de ce massacre, on les met dehors parce qu'ils sont israéliens, parce qu'ils sont juifs, sachant que Mazal vient d'une famille qui est une famille éthiopienne, et donc qui font partie de toutes ces familles que Dieu a ramenées d'Éthiopie jusqu'à la terre d'Israël, donc les tribus. Et le monde s'en fout en fin de compte. Le monde s'en fout parce qu'ils sont israéliens, parce qu'ils sont juifs, on les met dehors et on les écoute pas, tout simplement. Et je terminerai par le lieu qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus touché. Et je comprenais pas pourquoi au début, parce que ce lieu-là m'a profondément touché, mais je comprenais absolument pas pourquoi. C'est que quelques jours après que j'ai compris,
et je vais vous raconter l'histoire. Donc ce que vous voyez, c'est le poste de police de Sderot, ce qui restait, le 8 octobre. Donc le lendemain de l'attaque terroriste. Et je tiens à dire que Sderot est à 1 km de la frontière avec Gaza. Et c'est la ville la plus touchée par les roquettes, par les attaques du Hamas notamment. Depuis des années, pas que depuis le 7 octobre, mais depuis des années. C'est la ville qui est le plus touchée en Eretz Israël. Et donc ce que vous voyez, c'est le mémorial du poste de police. Et vous voyez 18 piliers en béton qui s'élèvent vers les cieux. Et chacun des piliers représente une victime. Au sommet des piliers, vous avez des grosses lettres hébraïques qui sont gravées. Et vous pouvez voir donc la peinture qui a été faite pareil. Vous voyez le poste de police avec un rouleau de la Torah et des lettres qui montent vers les cieux. Ça représente les paroles qui ont été dites. Parce que sur chacun des piliers, il y a des phrases qui sont gravées, dont des textes bibliques. Vous avez Psaume, Lamentation, les Nombres. Et celui qui m'a le plus marqué, c'est Ézéchiel 16, verset 6, qui est gravé, où on peut lire « Je t'ai vu baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. » Et donc cette phrase que vous venez d'entendre, c'est l'histoire de ce pilier où il est écrit « Atem Shal Israël », « Êtes-vous d'Israël ». Et c'est l'histoire que je vais vous raconter. Et vous allez comprendre pourquoi le texte d'Ézéchiel m'a touché, où il est parlé « Je t'ai vu baigner dans ton sang ». Donc l'histoire de ce pilier, c'est Romy Shira Souiza, c'est une enfant de 6 ans. Et je vais juste vous lire un article de The Times of Israel et je vais développer après. Donc ça nous met dans l'ambiance du lieu dans lequel on se trouve. En cette fin d'après-midi, plusieurs personnes se tiennent sous les piliers en béton qui s'élèvent vers les cieux, en miroir à la tour centrale qui se trouvait dans le passé au centre du commissariat. Ils lisent les phrases qui ont été gravées en hébreu sur les piliers, écoutant les haut-parleurs qui diffusent des brides des enregistrements vocaux des appels téléphoniques qui avaient été passés ce jour-là, alors que des policiers et des citoyens pris d'assaut réclamaient de l'aide. Donc les musiques que vous entendez en fond, c'est la musique qui sort du mémorial. Vous avez des haut-parleurs dans les piliers. Parmi ces enregistrements, une petite fille de 6 ans, dont les parents avaient été abattus par arme à feu devant elle dans la voiture familiale. Alors que la police se ruait à son secours, elle avait demandé « Est-ce que vous êtes la police d'Israël ?» Donc, vous entendez le cri « Atem Shal Israël ». Ajoutant qu'elle avait dissimulé au regard sa petite sœur de 2 ans en la cachant sous les coussins sur le siège arrière. Les 2 enfants avaient été finalement sauvés. Donc pour raconter l'histoire, la mère de famille avec les deux enfants arrive au niveau du poste de police et elle arrive en plein moment où il y a les échanges de tirs entre le Hamas et la police. La mère est abattue tout de suite dans la voiture, donc devant les enfants, et les policiers arrivent juste à temps pour sauver cette petite Romy. Et je vous laisse avec la scène qui parle bien plus que moi. משטרה, משטרה. מנו הרוג פה.
עבודה, כן. אנחנו ניקח אתכם. בואי. אז בסדר, אני איתך. שוטר פצוע, בוא תבוא לפה! תהיה עם הילדות, אני אהיה פה, לך עם הילדות! Le cri que vous entendez au début de la vidéo, c'est Azroulanu, qui veut dire aidez-nous. Donc, quoi dire de plus? Avant de conclure, je veux faire le lien avec ce jour-ci, le 11 novembre. Aujourd'hui, on commémore la fin de la Première Guerre mondiale. Et cette date, pour moi, marque le début de la Shoah, en quelque sorte. Parce que Hitler n'a pas accompli la Shoah sans préparation, sans processus avant. Il s'est passé des choses avant. Et ça a commencé dès le 11 novembre 18, tout simplement. En 1923, il a tenté un premier coup d'État qui a échoué. Ensuite, en 24 et 25, il a écrit Mein Kampf, livre bien connu, et petite parenthèse, livre qu'on a trouvé plein de fois, trop de fois à Gaza, notamment dans les écoles. Voilà comment on apprend aux gamins à haïr les juifs. Et ça, vous pouvez trouver sur internet. Et puis il y a eu tout ce processus qui a amené jusqu'à 1930 pour que Hitler monte au pouvoir. Donc on voit qu'il s'est fait aimer du peuple en quelque sorte, il s'est fait, comment dire, la manipulation était parfaite pour arriver jusqu'à la Shoah. Regardez nos sociétés actuelles, ce qui se passe avec Israël, on est exactement à la même condition. Et je vais faire encore un peu d'histoire, on va retourner encore plus en arrière pour le 11 novembre. Et le 11 novembre 1215, il y a un concile qui a été convoqué par le pape Innocent III, donc le concile de Latran IV. Dans ce concile, il fut ordonné que les juifs ainsi que les musulmans devaient porter des signes et des vêtements permettant de les identifier à tout moment et de les différencier des chrétiens visant à entraver la relation sociale avec eux. Et cette pratique elle a été pleinement mise en place en 1269 sous le règne de Louis IX. Et donc, l'image que vous voyez une roulette, la rouletta en latin. Rouletta. C'est ce qui permettait d'identifier les juifs, les différencier, avec notamment aussi le chapeau pointu. Donc, tout ça pour dire que le nazisme, l'antisémitisme envers les juifs ne date pas que de la Shoah et avant, mais ça date depuis l'histoire du peuple juif en fin de compte. Et si on veut aller plus loin, en Europe notamment, ça date depuis les pères de l'Église. C'est depuis les pères de l'Église qu'il y a cette rupture entre le monde chrétien et les juifs, mais dans le monde entier, où on va tout faire pour marquer et détruire le peuple juif. J'aurais tellement d'autres choses à partager et à vous dire, mais peut-être pas pour le moment. Pourquoi cette vidéo? Parce que le monde a oublié le 7 octobre. Le monde diffame, crache, et même pas assez de mots pour décrire le monde qui se ligue contre Israël, le traite même de génocidaire, alors que à la sortie de la Shoah, le monde entier avait dit plus jamais ça. Maintenant, je vous pose la question à vous qui écoutez. Est-ce que cette phrase, plus jamais ça, est encore d'actualité? Ou est-ce que vous avez oublié, puis vous participez au mensonge de l'ennemi? Bref. Donc cette vidéo, elle est là pour rendre témoignage de la vérité. Elle est là aussi pour dire haut et fort, oui, pour l'amour de Tzion, nous ne nous tairons pas, ceux qui sont éveillés, parce que de Tzion sortira la rédemption du monde,
et la bénédiction. Je ne veux pas oublier aussi, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, il reste 4 otages à Gaza. Ran Gvili, Dror Or, Meni Godar et Soutizak Rintalak. Tant que ces 4 corps d'otages ne seront pas rentrés, Israël continuera ce qui est à faire. Et je terminerai par vous poser la question, pourquoi le 7 octobre, depuis 2 ans, le monde, comme je le disais, est centré sur Israël. C'est bien qu'il y a quelque chose derrière. Encore une fois, Israël est l'horloge du monde et la rédemption viendra d'Israël. Et depuis ces 2 années, c'est bien plus qu'une simple guerre, c'est un appel du Créateur, de notre Père, c'est un appel envers toute la création, envers vous tous, nous tous, pour nous dire dans quel camp vous allez être. Est-ce que vous allez être dans le camp de mon peuple? Est-ce que vous allez être dans le camp de ceux qui aiment la vie? Parce que Israël défend la vie. Alors vous allez me dire, oui, mais ils bombardent Gaza, patati patata. Israël est un peuple qui aime la vie. Quel peuple est prêt à lâcher des milliers de terroristes contre une paire de vies, une paire de corps? Citez-moi un peuple. Normalement, une vie est égale une vie. Pourquoi Israël doit libérer 100, si ce n'est plus, 100 terroristes qui ont du sang sur les mains contre un corps ou une vie ou un otage? Je vous pose la question. Donc, l'appel de Dieu est simple. Depuis 2 ans, c'est un appel pour choisir soit la vie, soit la mort, soit les ténèbres, soit la lumière. Et je termine par une petite vidéo qui résume l'histoire d'Israël et que depuis des milliers d'années, on essaie de les détruire, mais malheureusement, ça ne fonctionnera jamais. Heureusement, plutôt, ça ne fonctionnera jamais parce que c'est le Créateur du monde qui est derrière. From our very first journey, hope was our guiding light. From slavery to freedom, we entered the Promised Land with the hope of inspiring a better world. We worked the soil, brought it to life, and established roots, communities, and traditions as a nation. And then they came, the Assyrians, the Babylonians, the Greeks, the Romans, forcing us to leave our homes, our dreams, dispersing us to the 4 corners of the earth. Many of us remained, hoping and waiting, more than 2,000 years for the return. We continued to pursue our mission, contributing to the world. Yes, we encountered strife, but we never succumbed and held on to our identity, our ideals, and the hope of returning to our promised land. So, when hope whispered, "It's time to return," and the winds gathered us from the 4 corners of the earth, we came home. And the whisper became a song, and the song became an anthem, and the anthem a declaration of hope and peace shared with our neighbors and the world. There were moments, terrible moments, when it seemed like history could repeat itself. But we overcame the challenges. We are still missing some of our parts, but we will triumph. For we are a nation that builds bridges, bridges of hope. Again and again, against all odds. We are the people of Israel, a people of hope.